Alors, Diane et moi, on avait élaboré quelques objectifs ici. Dans le fond, c'était d'écrire la raison d'être, discuter des développements, parler comment évaluer les APC, parler comment évaluer les APC chez un apprenant et expliquer le lien. J'en avais arraché un petit peu trop. Alors, on va entamer, puis je vais vous remonter les résultats ciblés un petit peu plus loin. Bon, moi, quand j'ai entendu parler de les APC, j'ai eu cette réaction. Ah non, pas un autre acronyme. Il y en a tellement. Je suis déjà assez perdue avec tous les acronymes, mais j'ai vraiment des bonnes nouvelles. Les APC sont, à mon avis, beaucoup plus pratico-pratiques, beaucoup plus utiles. Finalement, on met un peu en mots ce qu'on fait depuis des années. J'aime bien les rôles CanMEDS. Par contre, je trouvais parfois difficile d'évaluer chez l'apprenant la collaboration, la communication, comment est-ce qu'on évalue un sans l'autre, professionnel, érudit et tout. Alors, je trouvais ça quand même, je trouve que les APC nous donnent un petit peu plus de concret, des choses réelles qu'on fait déjà. Alors, les résultats ciblés aujourd'hui, d'écrire les APC, on va identifier des activités d'apprentissage qui sont compatibles avec les APC, puis on va comprendre les recommandations et le processus d'intégration des APC, spécifiquement à nous dans le curriculum des études médicales de premier cycle à l'Université d'Ottawa. Par contre, je suis conscient qu'il y a des participants pan-canadiens. Alors, on va réviser un peu ce qui pourrait être applicable à votre programme d'études parce qu'ils ont certainement tous un plan pour les implémenter. Comme je disais, c'est des choses que vous évaluez déjà. Ce qu'on fait vraiment au quotidien, finalement, j'ai des mots concrets pour être capable d'observer quelque chose chez l'apprenant, de situer vis-à-vis un jalon et ensuite donner une rétroaction qui peut être à la fois formative ou sommative. Je trouvais vraiment que les APC, c'est quelque chose qui est intuitif et très naturel. Les rétroactions sont censées être ponctuelles, instantanées sur un acte précis. C'est quand même une nouvelle réalité de notre éducation médicale. Alors, on va cheminer aujourd'hui avec une ouverture d'esprit. Bon, on va commencer avec une mise en situation. C'est censé être plus interactif, cette partie. On va cheminer dans une autre interface qui s'appelle WooClap prochainement. Alors, vous êtes médecin, pharmacien de garde à l'urgence. Vous travaillez avec Michel, qui est à la fin de l'externat. Alors, on va dire fin troisième, début quatrième année. Vous êtes en train de voir un patient, un homme de 86 ans, qui se présente à l'urgence avec une dyspnée progressive de l'orthopnée, de la DPN, de l'œdème périphérique ainsi que des palpitations depuis 5 jours. Je reconnais quelques noms ce matin. J'ai vu Dr. Rico qui est avec nous, Dr. Hekal aussi. Pour des gens qui ne font peut-être pas des admissions en médecine, imaginez-vous un patient en psychiatrie pédiatrique à l'urgence, un patient aussi en clinique pour Dr. Hekal. Je vois Dr. Ferré aussi, médecin d'urgence. Alors, situez-vous avec l'interaction avec un apprenant dans un milieu où on effectue soit l'admission ou une évaluation dans le contexte hospitalier ou médecine familiale, un patient qui pourrait être plus ou moins instable. On commence par quoi? Alors, je vais juste arrêter mon partage d'écran. Je vais vous demander maintenant d'aller à WooClap. Puis, je vais juste... Alors, on se rend à WooClap. Je vais mettre dans le clavardage ce matin le lien pour vous rendre, pour qu'on puisse effectuer notre nuage de mots ou notre word cloud ensemble. Alors, je vais partager l'écran. Alors, pensez à votre interaction. Quelle tâche, quelle activité pouvez-vous évaluer lors de cette interaction? Soyez précis. Alors, on parle à la fois de est-ce que ça peut être, par exemple, écriture d'ordonnance ou rédaction d'ordonnance? Est-ce que ça peut être un examen physique? Pensez à tout ce qui peut, toutes les choses qu'on pourrait possiblement évaluer. Sur communication avec le patient, parfait. Prise de signes vitaux.
Si vous n'avez pas navigué à Booklap et vous voulez juste le dire oralement, pas de problème. L'urgence de la situation, c'est parfait. Élaboration de différentiels. OK, so si spécifiquement, je parle spécifiquement, disons, examen physique multifacétaire. Est-ce qu'on pourrait être plus précis avec cet examen ou cette réponse? Je ne veux pas mettre quelqu'un sur le spot. Alors, si vous ne voulez pas répondre, c'est correct. Parfait. Si on prend Diane, est-ce que je pourrais te poser une question sur communication avec le patient? Quelle activité précise est-ce qu'on pourrait observer avec la communication du patient? Communication, c'est quand même assez vague. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait observer spécifiquement en termes de la communication avec le patient? Je te dirais, selon ce que j'ai vu à la télévision, moi, j'étais en orthophonie dans un contexte d'urgence. Je dirais que je m'attendrais au niveau du professionnalisme que l'étudiant s'exprime de façon rassurante avec le patient pour ne pas l'énerver davantage ou pour lui faire sentir qu'il est en sécurité puis que là, il a été pris en charge. Alors, je ne voudrais pas qu'il soit juste axé sur la tâche qu'il a à faire, mais qu'en même temps, il puisse sécuriser le patient. Parfait. Puis aussi, est-ce qu'on pourrait ajouter peut-être comme dans un langage adapté au vocabulaire du patient aussi? Alors, parle pas un jargon médical, alors adapte en fonction du patient aussi. OK. Parfait. J'ai bien aimé aussi reconnaître, là, je ne peux plus le situer dans notre nuage ici, mais on a quand même un examen physique multifacétaire. On s'entend que parfois, on peut avoir une certaine sélectivité. Est-ce que l'apprenant va faire un examen ciblé à la situation du patient? Élaboration de plans, est-ce qu'il va y avoir un diagnostic différentiel approprié? Parfait. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran et on va retourner vers ici, vers ma PowerPoint. Alors, le but de cette activité, c'était de mettre l'accent sur le fait que ce sont des choses et des activités qu'on fait déjà au quotidien. Alors, ici, alors, je vous présente les 12 APC. On va mettre les mots-clés de chaque APC en couleur. Alors, APC 1, on procède à une anamnèse, on effectue un examen physique adapté à la situation du patient. APC 2, on parle de diagnostic différentiel, souvent par ordre de priorité. APC 3, plan d'investigation initial fondé sur des hypothèses. APC 4, on interprète, mais aussi on communique les résultats des tests diagnostiques. APC 5, prise en charge initiale. On présente verbalement, par écrit, le résumé de l'entrevue avec le patient. Alors, je crois que c'est vraiment impossible qu'on aborde les 12 APC en détail aujourd'hui. Je vais me focusser sur le 1, 2 et possiblement le 3 si on a le temps. Un APC qui est particulièrement intéressant, on parle souvent de transfert de soins de patients, une place où il y a lieu beaucoup d'erreurs alors entre les soins et les tâches, entre l'urgence et l'unité de psychiatrie, entre le cabinet de médecine de famille et l'urgence, entre l'urgence et quoi que ce soit. Alors, c'est quand même un APC super important. On a vu dans notre nuage de mots, identifier les patients qui nécessitent des soins urgents ou d'extrême d'urgence. Communication en situation difficile. Est-ce qu'on est à l'urgence? Est-ce qu'on a un patient suicidaire? Est-ce qu'il y a eu un événement à l'étage ou quoi que ce soit? Un APC qui est quand même
nouveau, et je pense que c'est un domaine en évolution au sous-gradué, c'est on participe à des initiatives d'amélioration de la qualité. Alors, ce fameux QI, Quality Improvement. Et on effectue des gestes techniques qui révèlent la responsabilité d'un médecin et aussi un APC-12 qui est quand même super bien. Je pense que j'ai vu Marie-Ève ce matin quand on parle de lifestyle medicine, on parle de prise en charge de sa propre santé et tout ça. Alors, on fait vraiment la promotion de la santé des moyens de prévention. On fait une éducation auprès du patient. Alors, APC, on remonte un peu dans le temps. Ça s'arrime bien avec l'approche par compétence, ce fameux CBME, Competency Based Medical Education. Même avant la publication en 2016 par la FMC de les 12 APC, il y a eu un rapport 2010 environ qui appelait vraiment à la transition pour l'approche par compétence. Les APC existent vraiment pour uniformiser, mais aussi faciliter la transition entre les études médicales de premier cycle et la résidence. C'est vraiment un jalon, 12 jalons qui nous aide à assurer que nos étudiants qui graduent de la 4e année sont prêts à effectuer ces 12 jalons de façon sous supervision indirecte dès le début de la résidence, qui s'en vont en psychiatrie, en urgence, en med-femme, en chirurgie, peu importe la procédure ou la spécialité. Ce sont vraiment des activités qu'on veut qu'elles soient confiables. Alors, c'est une initiative pan-canadienne. Ils seront matière à agrément, puis chaque université avait le besoin d'avoir un plan en place avec une date butoir du 21 juin de comment on va implémenter les APC. Bon, je ne passerai pas au travers de cette diapo. Bref, c'est un processus du début à la fin, dès la recommandation jusqu'à maintenant. Ça a passé par différents comités ici à l'Université d'Ottawa. Il y a eu des différents groupes de travail. J'ai fait partie du groupe de travail l'an passé. On a émis 15 recommandations sur l'implémentation. Cette année, il va y avoir un groupe de travail spécifiquement pour l'implémentation. Ce que je vais attirer votre attention, c'est un groupe composé de plusieurs différents gens. On avait des médecins, des patients partenaires, on avait des médecins avec des années d'expérience, on avait des médecins comme moi plus en début de carrière. On avait différentes spécialités, médecine interne, on avait des représentants de chirurgie, pédiatres comme médecine adulte, patients partenaires et aussi des étudiants. Bon, avant d'aller à la prochaine diapo, il y a extrêmement beaucoup d'informations sur la prochaine diapo. On ne veut pas le mémoriser. Je voulais juste simplement présenter un aperçu de ce que le groupe de travail l'an passé a mis sur pied. Mais ce qui est important ici, je vous présente spécifiquement nos recommandations pour les APC, pour l'APC 1, anamnèse examen physique, du jalon pour la fin de l'externat à la fin de la 4e année. On ne repassera pas tout ce qui est ici. Ce qui est important à savoir, c'est que les APC sont quand même divisés, on pourrait dire, grosso modo, en 5 domaines. Chaque APC comporte des spécifications ainsi que des limites. Il fallait bien émettre aussi des risques potentiels en cas d'échec. Alors, qui peut aller à retarder les investigations chez un patient, avoir des répercussions sur le patient, pas choisir le bon test, etc. Il y a aussi des domaines de compétences qui sont pertinents spécifiquement à chaque APC. Les connaissances, habiletés, attitudes et comportements nécessaires pour qu'on puisse rendre cet APC confiable. Et bien sûr, il faut observer et objectiver un peu ce qu'on va évaluer chez l'apprenant. Alors, chaque APC comporte une colonne de sources d'informations avant l'évaluation. Alors, où est-ce qu'on peut aller recueillir toute notre matière et où est-ce qu'on peut aller recueillir tous nos données pour qu'on puisse être capable de dire est-ce que Diane, par exemple, en fin de 4e année, se voit confiable pour l'APC numéro 1. Un des objectifs initiaux comportait spécifiquement sur les CAN-MEDS. Alors, dans le domaine de compétences, on voit on a un peu jumelé les CAN-MEDS aux APC. Je vais juste sortir d'ici parce que la FMC, sur leur document, avait vraiment un très, très, très beau tableau. Alors, ça vient du document que la FMC. Alors, comme vous voyez,
on peut presque évaluer, ou l'expert médical rentre dans presque chaque APC. C'est certain qu'on pourrait probablement retrouver un CADMED dans chaque APC aussi. Alors, la FMC ont quand même essayé de marier certains rôles CADMED plus spécifiquement à des APC. Inutile de les mémoriser ce matin, mais c'est juste pour vous dire que les deux se marient quand même bien, mais comme j'expliquais tantôt, les APC sont ici, à mon avis, pour nous simplifier la tâche. Alors, on continue ici. Parfait. Mais comment les évaluer? OK? C'est donc difficile. Il faut être capable d'identifier des composantes formatives ou aussi sommatives qui peuvent être utilisées comme source d'information. Il faut bien aussi se rappeler que, ça c'est dans 2 ou 3 diapos, que quand on évalue un APC, on ne se base pas sur un point d'évaluation, sur une activité, sur une évaluation formative ou sommative pour voir si à la fin de l'externat, à la fin du pré-externat, si l'étudiant si l'APC est confiable, donc si est-ce qu'on peut passer à la promotion de l'étudiant ou non. L'évaluation, on peut plus le voir comme une évaluation multisource. On va avoir, certaines universités vont avoir décidé d'implémenter un comité de compétences. Parfois, ils vont incorporer ce rôle avec un rôle déjà existant. Alors, c'est à voir, ils vont recueillir toutes les informations pour voir est-ce que l'étudiant en question, selon toutes les évaluations formatives, sommatives, est-ce qu'on peut passer à une promotion? Parfait. Alors, on va retourner dedans Google Clap si on peut ici. Alors, je vais juste fermer mon Stop Share. Bon, alors, on est maintenant rendu Michel. On avait Michel à la fin de la 3e année, début 4e. Maintenant, Michel, sa graduation approche. Elle est en janvier de sa 4e année ou de sa dernière année de programme pour ceux et celles qui viennent d'un programme de 3 ans. On veut vraiment effectuer une revue. On veut voir si Michel est quand même confiable pour l'APC numéro 2, qui est formuler et justifier un diagnostic différentiel par ordre de priorité. Alors, ça, c'est l'APC. Alors là, on va essayer d'identifier. Alors, on effectue déjà tous des évaluations, on donne de la rétroaction, nos étudiants ont des examens. Alors, on va faire un peu un remue-ménage pour voir sur quoi on pourrait se baser pour aider ou pour contribuer à la décision de voir si Michel, elle est quand même confiable pour cette APC. Bon, alors moi, je vais sortir d'ici. Je vais me rendre dans Google Clap, puis je vais terminer notre autre Google Clap. Donnez-moi quelques secondes. C'est quand même une de mes premières fois avec Google Clap en ce moment. Alors, je vais juste quitter mon Google Clap. On va retourner dans mes événements. Parfait. Et je vous mets dans le clavardage ici, fonction remue-ménage pour Michel. Vous allez voir, j'ai divisé en 3. Puis là, on ne va pas trop s'en faire avec les catégories aussi. Là. Si vous pouvez, grosso modo, de façon, on va essayer de voir si vous pouvez penser à des activités dans vos programmes d'études sous évaluation, sous rétroaction, sous examen aussi. Quel type d'activité sur lequel on pourrait se baser pour aller voir si Michel est confiable au niveau de l'APC numéro 2, formuler et justifier un diagnostic différentiel par ordre de priorité. Puis même si vous pensez pour la résidence, l'étude postgraduée, c'est certain qu'il y a probablement un overlap aussi.
Alors, c'est certain qu'on a une Écosse. Est-ce qu'on peut être plus spécifique? Alors, je vais juste élaborer les Écosses. On a des Écosses formatifs, on a des Écosses de mi-année, des Écosses de fin d'année, on a des Écosses, on a des Écosses de graduation. À l'intérieur de l'Écosse, on peut avoir spécifiquement un scénario qui va parler de diagnostic différentiel. Moi, je ne sais pas si je suis capable d'ajouter quelque chose au bootcamp en même temps. Exactement. On peut demander le diagnostic différentiel à la fin du scénario, ou ça peut être spécifiquement, par exemple, un scénario chez un patient avec des symptômes de dysthyroïdie et on demande aussi un diagnostic différentiel. Parfait. Alors, le CDMQ, alors, question de développement à choix multiple. Alors, typiquement, un scénario. L'étudiant va avoir un scénario clinique, il va avoir une question. Souvent, il va avoir une liste. On peut penser à 10, 12 différents diagnostics et l'étudiant va prioriser un diagnostic différentiel selon la question donnée. Si on pense spécifiquement, je pense à Dr. Ferry ici, je dis son nom parce que je la connais bien et je sais où elle travaille. Alors, à l'urgence, une fiche quotidienne. Comment était le diagnostic différentiel pendant le corps de travail de l'étudiant? Parfait. Alors, j'aime bien aussi demander à l'étudiant d'expliquer son diagnostic différentiel et de justifier. Il faut être capable de mesurer, il faut que ce soit observable. Alors, on observe la réflexion, il faut aussi la documenter pour que quand ce soit le comité ou quand on va faire une décision par rapport à la promotion, et si l'activité est confiable, à ce moment-là, on va être capable de bien voir les preuves. Oui, la note clinique, on peut définitivement simplement revoir une note. On n'est pas obligé de physiquement de toujours avoir la discussion avec l'étudiant. On peut voir selon son plan. C'est certain qu'au niveau externe, on aime bien que l'impression contient un diagnostic différentiel. Alors, on peut faire un commentaire sur la présence ou l'absence. Oui, j'aime bien l'examen clinique approprié pour le diagnostic différentiel aussi. Si on pense spécifiquement à la rétroaction, alors, c'est pas dans tous les domaines, mais dans les hôpitaux plus académiques, l'étudiant va souvent œuvrer avec fellow, avec résident, avec infirmière praticienne, avec une grande équipe interdisciplinaire aussi. On peut aussi se baser sur la rétroaction ou les évaluations de résidents. Par exemple, je pense lors de garde avec l'étudiant. Le plan d'investigation selon le différentiel. Parfait. Alors, on va passer. C'était simplement pour nous faire un remue-ménage de... je vais juste quitter mon bootcamp ici. Puis, on va juste retourner dans mon partage d'écran de la présentation. Alors, c'était simplement pour nous faire réaliser que c'est des activités qu'on fait déjà, qu'on observe à tous les jours. On est en train de vraiment... C'est certain que, comme on a vu avec l'investigation, selon le diagnostic différentiel, cette activité-là ou cette rétroaction-là pourrait être utile pour l'APC sur la prise en charge, le plan d'investigation, mais aussi sur l'APC du diagnostic différentiel. On pourrait un jour décider de cibler l'APC sur le diagnostic différentiel, mais un autre jour décider de cibler l'évaluation spécifiquement sur les investigations. Ce qu'on avait comme notre liste ici à l'Université d'Ottawa spécifiquement, pour la fin du pré-externe, on avait les évaluations cliniques simulées ou du DAC, alors développement des aptitudes cliniques. L'évaluation des patients partenaires, patients simulés standardisés, on avait les Écosses. On peut aussi voir lors de les apprentissages par cas, les fameux case-based learning,
et aussi les examens cliniques. Alors, on avait les CDMQ ici. Fin d'externat, on avait les résidents et précepteurs. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un mini CEX, c'est une fiche écrite que les externes doivent faire remplir lors d'une rotation. Alors, il en existe sûrement aux autres institutions aussi. Évaluation formelle formative mi- et fin stage, évaluation quotidienne, alors les fiches d'observation à l'urgence, un Écosse, bien sûr, les examens écrits. Comme que je disais tantôt, c'est vraiment un processus. Ça ne se repose pas uniquement sur un point d'évaluation, une interaction ou un moment dans le temps. C'est vraiment un processus. On va avoir multisources et on va être capable de prendre une décision. Bon. Là, vous me dites, Stéphane, ça doit être très complexe, implémenter ça dans notre programme d'études. Comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on est obligé de tout réinventer la roue ou non? Avant qu'on procède, est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Alors, je vais continuer. Alors, comment est-ce qu'on incorpore ça ou comment est-ce qu'on l'intègre à un programme d'études? Mais la FMC a vraiment dit, on n'impose rien. On vous dit, voici les APC. Nous, à l'université, on a vraiment créé les différents groupes qui avaient vraiment une membriété de des gens comme vous et moi qui sont là au quotidien pour évaluer les externes ou qui travaillent en développement de cours en programmation ou quoi que ce soit. Il faut bien s'y prendre. On n'est pas nécessairement obligé de faire un renouveau complet du curriculum. On peut décider d'arrimer les APC existants déjà dans les curriculums. Je crois qu'il n'y en avait seulement que 2 APC, spécifiquement celui sur l'amélioration de la qualité et probablement celui APC 12 qui n'était pas universel dans toutes les facultés. Alors, la majorité, c'est déjà des choses qu'on fait. C'est toujours important à considérer. Dans le groupe de recommandations, on est mis quand même en catégorie de recommandations. On met vraiment l'accent sur l'observation directe et voir si on est déterminé par l'observation directe si l'activité est confiable. Alors, si on pense à une admission ou une évaluation psychiatrique à l'urgence ou à l'étage, oui, on peut observer de A à Z. OK? C'est certain qu'on n'a pas toujours le temps de faire ça. Dépendant du niveau, est-ce que c'est même approprié? Si on a comme fin externe, est-ce qu'on va observer tout l'examen et la prise en charge? Mais on pourrait s'attarder de rentrer et d'effectuer une observation directe, disons, sur l'ultrason au chevet, sur l'examen statut mental, sur la cueillette de données ou quoi que ce soit. Si je pense en chirurgie, est-ce qu'il y a une technique spécifique qu'on veut observer? On met vraiment aussi l'accent sur l'aperçu longitudinal de la performance. Comme j'ai dit avant, multiples sources d'informations. On met aussi l'accent, c'est très important, d'assurer la rétroaction formative, créer un processus pour des évaluations sommatives s'il n'existe pas déjà. Et on veut vraiment assurer la participation active de l'apprenant. Alors, une idée, l'implémentation de les APC ici n'est pas complètement décidée encore, mais on parle possiblement d'avoir, je vois comme idée un groupe, on peut penser au groupe e-portfolio qui suit l'étudiant du début jusqu'à la fin ou un cahier de cheminement, un peu comme qu'on avait dans le temps, le T-Clerk ou quoi que ce soit, quelque chose qui va permettre à l'étudiant de cheminer activement dans son cheminement et son apprentissage de ces différents APC. Bon. Il y a eu, il y a quelques années, l'échelle modifiée d'Ottawa, elle n'a pas été traduite à ma connaissance, donc je vais la présenter en anglais ici et à la droite ici, vraiment ma traduction assez libre de qu'est-ce que c'est. Quand on veut voir est-ce que c'est confiable ou non, OK? Le EMI aux États-Unis a vraiment émis, eux autres ont 13 APC. Eux autres se sont basés, il y a deux types d'échelles que la littérature décrit.
n'ont pas super été validés. Par contre, l'échelle qu'on va utiliser ici à l'Université d'Ottawa, c'est l'échelle modifiée d'Ottawa. Il y avait aussi l'échelle Chen, mais l'échelle modifiée d'Ottawa est spécifiquement ce qu'on va effectuer ici. Initialement, la connaissance, je pense qu'elle a été créée d'un point de vue chirurgical. Il y a eu certaines études qui ont un peu extrapolé au niveau médical. Alors, une échelle à 4 niveaux, c'est assez simple. Moi, j'aime bien de situer l'apprenant. Est-ce que j'ai presque tout fait, puis l'apprenant était là à côté de moi? J'étais là, mais j'ai été obligé d'intervenir à plusieurs reprises. J'étais là, puis j'ai intervenu de temps à autre. J'étais à côté ou j'étais à la porte ou en salle d'op, je n'étais même pas brossé, j'étais plus en arrière. Est-ce que j'étais à côté? Je n'ai presque rien fait. Alors, moi, je trouve que ça m'aide beaucoup à visualiser. C'était-tu plus, est-ce que le patient, est-ce que l'étudiant était plus en observation? Est-ce que j'étais là, mais j'ai fait un coaching à plusieurs reprises? J'étais là, mais j'ai donné quelques cues, j'ai fait quelques prompts, comme on dirait en anglais, où j'ai presque rien fait. Puis, où est-ce qu'on veut situer nos apprenants? Bon, on a décidé pour l'Université d'Ottawa qu'à la fin du pré-externat, alors avant de commencer la 3e année, on pourrait se dire au début de la 3e année, alors après le stage de transition à l'externat, au niveau 3, je donnais des consignes de temps à autre. Au niveau 4, on voudrait vraiment que l'étudiant ait atteint le niveau 4. J'étais disponible en cas de besoin. Alors, quand je dis j'étais disponible, je donnais, on parle du précepteur ici. OK? Alors, pour revenir, l'échelle modifiée d'Ottawa, c'est vraiment en supervisant, en tant que superviseur, tu as complété quelle partie de l'activité ou combien de choses est-ce que tu es obligé de faire. Alors, on peut dire que c'est peut-être un peu ambitieux, le niveau 3 à la fin du pré-externat. C'est certain qu'il va peut-être avoir certains étudiants qui vont avoir très bien atteint certains APC et il y en a d'autres qui vont peut-être moins bien explorés. C'est certain que l'implémentation n'est pas 100% faite, alors à voir si ça va être révisé. Est-ce qu'on parle même est-ce que l'étudiant va être capable d'effectuer la promotion ou la transition du pré-externat à l'externat si on n'a pas atteint le niveau 3? Alors, ça, c'est toutes des questions qui sont à déterminer. Est-ce que l'étudiant va faire la promotion, mais va avoir des activités de remédiation ou quoi que ce soit? Alors, c'est toutes des questions auxquelles je n'ai aucune réponse pour l'instant, mais j'espère qu'ils vont se clarifier cette année. Parfait. Alors, là, c'est juste une discussion. Je n'ai pas de technologie, pas de WooClap. On approche la fin. Il nous reste à peu près 5-10 minutes. Là, on parle de la catégorie qui m'a été si vous vous rappelez, en haut de notre grand tableau, au début, on avait les connaissances, les spécifications, on avait les activités d'apprentissage qui pourraient nous permettre d'évaluer. Là, on va parler surtout des connaissances, habiletés, attitudes et les comportements nécessaires à l'obtention de l'APC3. Formuler un plan d'investigation initial fondé sur des hypothèses. C'était un peu la catégorie qui m'avait embêté un peu, qui m'avait embêté quand même beaucoup quand on a fait le groupe de travail. Vous pouvez soit utiliser la fonction chat de Zoom ce matin, vous pouvez allumer vos micros. Je vous invite à allumer vos micros et même vos caméras pour focusser, pour nous donner des suggestions de ce qui pourrait être ses connaissances ou ses habiletés. Là, c'est peut-être, je dirais, la partie un peu la moins concrète de tout le travail. Je vais vous donner du temps de penser. Je vais juste jaser le groupe de travail. Bref, on était 10, 12, peut-être quinzaine. On se rencontrait aux 2 semaines, 1h30 à 2 heures, de novembre à juin l'année passée. C'était quand même beaucoup de travail. On faisait du travail à l'extérieur, de les rencontres aussi. J'ai quand même appris beaucoup. Il y avait quand même des collègues assez chevronnés qui étaient membres du comité aussi.
Puis si vous ne participez pas, il n'y a pas de problème. Je vais juste aller à la prochaine diapo où on a les réponses. Je sais que c'est de bonne heure et que c'est vendredi. Puis il pleut. Mais je peux peut-être proposer quelque chose parce que ça touche un peu, ça touche définitivement le raisonnement clinique. Puis en fait, c'est ça, l'idée, c'est que quand tu passes du pré-externat, ils vont avoir eu l'expérience de leur APC, les quelques cas qu'ils auront vus pendant l'APC, ils arrivent à l'externat. Ils vont peut-être faire face à des cas qu'ils n'ont jamais vus. Qu'est-ce que l'on doit faire comme précepteur? C'est de regarder l'espèce de cheminement du raisonnement clinique basé sur comment ils traitent l'information sur les connaissances qu'ils ont. Alors, on va peut-être avoir un étudiant qui va avoir un bon traitement d'information. Ça se tient au niveau physiologique, mais on voit qu'il lui manque des connaissances pour pouvoir soutenir une ou deux hypothèses qu'il peut avoir dans ce cas-là. Alors, l'idée de la formulation, c'est de voir, on est-tu capable d'avoir un snapshot de la façon comment il résonne cliniquement, puis d'aller voir si on a à faire comme précepteur une intervention au niveau des connaissances ou au niveau du traitement d'information, puis au niveau du plan de soins après, pas du plan de soins, mais du plan d'investigation par rapport à l'hypothèse qu'il y a. So, si on parle, parce que j'aime bien que tu aies mis l'accent sur les connaissances, alors c'est certain que dans les APC ou dans les cours, on va apprendre qu'il existe, si on parle en obstétrique, il existe tel test de dépistage prénatal. On connaît peut-être la spécificité, les manquements de certains tests, certaines indications, mais est-ce qu'on est capable de, avec les connaissances, est-ce qu'on est capable de les appliquer en clinique? Alors, on a la connaissance, mais est-ce qu'on passe de l'autre côté d'externat qui est peut-être plus l'application, choisir peut-être pour le bon contexte, pour la bonne patiente, pour la bonne famille, selon ses moyens, est-ce qu'ils peuvent se payer? Le dépistage prénatal, le NIPT, le non-invasif, ou est-ce qu'on va aller avec le DPI ou quoi que ce soit? Parfait, oui. Je trouve que c'est un peu comme, je trouve qu'on est habitué d'évaluer les connaissances, comme ça, c'est très comme noir ou blanc, mais quand ça vient comme aux attitudes, comme je trouve ça un peu plus comme abstrait d'évaluer les attitudes puis les comportements. C'est sûr qu'au pré-externat, le plan est plutôt vague. Ils vont peut-être mentionner comme des prises de sang, une imagerie diagnostique quelconque. Puis là, quand on va à l'externat, ben là, les prises de sang, mais c'est pas juste prise de sang, c'est un petit peu plus élaboré, peut-être plus comme avancé dans l'externat, mais c'est sûr que j'ai un peu plus de difficulté avec les attitudes, peut-être, que comme les connaissances. Puis c'est très difficile, je trouve, les attitudes et les comportements. Mais si on pense, par exemple, un comportement, merci Chantal, j'aime bien ta ligne. Si on parle des comportements, c'est quelque chose qu'on peut souvent observer et objectiver. Alors, j'ai vu que tu ne regardais pas le patient quand que tu lui as expliqué telle chose. Ton attitude, bon, la patiente semblait dépassée, tu avais un langage corporel peut-être un petit peu. J'ai observé que. Je crois que Kéane a une suggestion. Merci Stéphane, c'est très intéressant. Ce que je voulais dire, c'est de regarder un peu l'approche de l'apprenant. Donc, quand il est avec le patient, surtout quand on a un étudiant en 3e, 4e année, c'est quoi son approche, son information, l'information qu'il donne au patient, dans son explication, dans les liens qu'il fait entre ce qu'il veut demander comme investigation, comment il explique au patient, comment il me l'explique aussi, puis mettre tout ça ensemble. Certainement, au pré-externat, c'est un peu moins, c'est vraiment comment, un peu son raisonnement clinique et un peu regarder sa façon de regarder ça globalement, mais à l'externat, je veux un peu plus de détails. C'est la différence pour voir est-ce qu'il comprend vraiment le lien entre le diagnostic différentiel qu'il a fait et ce qu'il va demander. Donc, si les tests demandés sont complètement n'ont pas de lien avec son diagnostic différentiel, mais là, je vais avoir des inquiétudes. Exactement. Puis je pense que tu mets l'accent spécifiquement sur le fait que c'est
quelque chose de longitudinal qui va suivre notre apprenant du début jusqu'à la fin. Puis on a des jalons ou des benchmarks. On aimerait que l'étudiant soit à ce niveau-là, soit au niveau 3 par le temps qu'il termine le stage à Marie-Ève, la transition à l'externat. Bon, moi, je dirais, selon ce que j'ai observé, c'est peut-être un peu ambitieux. On verra avec l'implémentation. C'est certain que c'est quelque chose de quand même fluide aussi, mais l'important aussi, c'est que tout le monde, on veut, notre but, c'est que nos étudiants soient au niveau 4 de l'échelle modifiée d'Ottawa par la fin du programme de médecine pour que tout le monde puisse commencer, peu importe où ils vont au Canada, sur le même pied au début. Je vais passer à l'autre diapo. Est-ce qu'il y avait autres commentaires ou questions sur juste des idées des choses qu'on observe? Parfait. On va juste passer. C'est encore juste pour un peu venir bonifier notre discussion pour le pré-externat. On avait ici, par la fin du pré-externat, recommandé des tests qui permettront d'établir un diagnostic ou de préciser. Bon, ils peuvent recommander, ils peuvent dire, selon cette situation et ce diagnostic différentiel, on pourrait penser à peut-être ces tests ici. Puis les caractéristiques et les limites de les tests. On veut savoir un peu est-ce qu'ils ont une compréhension du test qui vont commander, puis des tests courants. Bon. Là, vous allez voir, puis le but de ça ici, c'est pour dire que certains APC, là, ça va être très, très de base à la fin du pré-externat. Mais quand on va à la fin du programme à venir, on va voir qu'avec l'expérience clinique, on va, par ce moment-là, ensuite approfondir cet APC. Alors, on parle de choisir le bon test en fonction des données probantes, des meilleures pratiques. Et là, on va incorporer la littérature de les lignes directrices aussi. Alors, on va commander le A1C ou le glucosage 1 à cause de la ligne directrice sur le diabète. Alors, on va prendre d'autres niveaux de connaissances aussi. Aussi important, on oublie quand même souvent, même c'est un on, j'espère pas collectif, mais moi, j'oublie parfois expliquer les risques inhérents ou même me familiariser avec les risques inhérents ou les effets indésirables d'un test diagnostique avec les patients, les membres de la famille. Alors là, on incorpore aussi les attitudes et la communication. Alors, on vient chercher, si on retourne en arrière, les comportements et les attitudes aussi. On voit si le patient est intubé à l'urgence, intubé aux soins, est-ce qu'on est capable de discuter avec la famille, avec les mandataires spéciaux, etc. Les avantages de certains tests, les directives de pratique clinique pour choisir les examens, ça remonte un peu aux fameuses lignes directrices. On commence à introduire un peu les connaissances de coûts et les coûts-efficacité par rapport au choix d'examen. Est-ce que tu vas commander un stress test sur le tapis ou tu vas-tu commander un millipercentin? Tu vas-tu demander à ton patient de voyager 4 heures pour te rendre à un centre pour un autre test quand tu as un test qui est possiblement correct pour sa situation clinique dans ta région? On introduit la notion de l'incertitude à chaque étape du processus diagnostique et on reconnaît quand ils ont besoin d'aide pour choisir un test. Okay? C'est certain que, je ne sais pas, moi, en médecine familiale, si j'ai besoin d'un test spécifique ou un test psychométrique en psychiatrie ou un diagnostic ou quoi que ce soit, moi, je ne suis pas psychiatre, je vais peut-être demander à Dr. Rico ou ses collègues de vraiment venir explorer avec spécifiquement un test. Est-ce qu'on choisit l'imagerie crânienne, CT ou IRM pour une psychose ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est même indiqué? Alors, je vais aller, on a aussi la collaboration entre collègues et disciplines. Bon, on va juste faire une réflexion minute. On est à la fin maintenant. Suite à cette présentation, avez-vous moins ou peut-être plus d'appréhension pour les APC qu'au début? Quel élément allez-vous retenir? C'est certain qu'au début, moi et Diane, on avait quand même pris des objectifs très précis. Je pense qu'on pourrait probablement passer des week-ends entiers sur différents APC et expliquer comment on peut les évaluer. Alors, le but aujourd'hui, c'était bon, je vais vous laisser faire le travail. Quel élément est-ce qu'on va retenir? Puis ensuite, j'ai ma réflexion ici.
je vais vous présenter ma réflexion. Alors, depuis mon cheminement avec le groupe des APC, je réalise que c'est de plus en plus quelque chose d'intuitif. Quelque chose qu'on fait déjà au quotidien, mais finalement, j'ai eu comme un ouf, comme un gros soulagement que, oh my God, on le met finalement en mots. Je vais avoir une grille. Inquiétez-vous pas, il va y avoir des formations. Une des recommandations du groupe de travail était qu'effectivement, on a un peu un changement, je ne dirais pas dans la modalité, mais dans, pas dans la mentalité, mais surtout dans la modalité. On va aller plus objectiver. Alors, on va avoir des formations pour les précepteurs et tout ça. C'est un véritable processus. Alors, on ne s'entend pas qu'avec n'importe quel processus, on ne s'attend pas à ce que ce soit parfait du jour 1, mais c'est quelque chose qui va être toujours en évolution. C'est une intégration qui a plusieurs parties. On a les patients, on a les précepteurs en communauté, on a les précepteurs dans les hôpitaux académiques, on a tant pédiatrie que chirurgie que médecine. Alors, c'est quand même complexe, mais c'est vraiment essentiel pour cette voie de médecine par compétence, alors le fameux CBMI. Alors, je ne peux pas assez insister sur l'aspect de processus et d'ouverture d'esprit. Puis finalement, moi, j'aime bien le concret, le réel. Ça fait depuis 2015 que j'ai résident et étudiant. On utilise aussi les CADMEDS en tant qu'étudiant et résident. J'aime bien les CADMEDS, j'ai appris à les utiliser, mais il y a encore des fois, je me dis, est-ce que je suis en train d'évaluer la collaboration ou la communication? C'est-tu un érudit ou c'est-tu une médecine familiale? Est-ce que je peux toutes les évaluer lors d'une interaction? Pourquoi est-ce qu'il me demande de toutes les évaluer? Je veux m'attarder juste sur la communication. Alors, je trouve que c'est super bien qu'on va être capable de donner spécifiquement des rétroactions, tant formatives et sommatives, qui vont être capables de vraiment contribuer à l'approche de la compétence. Puis je pense que, comme on dit en anglais, in the end, à la fin de tout ça, vraiment, on veut contribuer à former des étudiants qui se verront au niveau confiable pour les 12 APC à leur graduation de le programme d'études ou de leur faculté de médecine de leur choix. Bon, j'ai quelques références. Avez-vous des questions? Vous pouvez me joindre à mon courriel ici. Puis je voulais juste remercier l'équipe des affaires francophones pour leur aide avec la programmation, puis la diffusion du webinaire. Alors, j'avais planifié comme 15 minutes de questions. Là, il nous en reste juste 10. C'est correct si vous n'avez pas de questions. Je ne serai pas insulté du tout. Je sais qu'on a sûrement tous des journées cliniques. Alors, je suis libre s'il y a des questions. Je vous rappelle qu'il y a une évaluation dedans le chat. Dr. Rico, parfait. Document, une page pas complétée, tout à fait la discussion avec l'étudiant, comme ce qu'il fait avec l'étudiant pour le compléter avec... Ouais. Parce que comme avec les résidents, ils peuvent nous envoyer leur APC, puis on le fait en même temps à mesure. C'est vraiment facile, c'est dans le moment. Oui. Puis c'est ça, si on avait comme même pour nous aider à commencer le processus avec les étudiants, un guide comme ça, je pense que ce serait très gagnant. Puis c'est définitivement quelque chose. Le groupe d'implémentation de cette année vont s'attarder spécifiquement à ces technicalités, mais avec le groupe de recommandation de l'année passée, on a dit, bien, il faut que ce soit real-time. On a besoin d'une infrastructure, j'espère, digitale. Par exemple, Isabelle Desjardins, qui est interniste à l'hôpital d'Ottawa, m'expliquait comment que les APC fonctionnent pour le programme de médecine interne. Bon, elle observe ligne centrale. Bon, elle va dire, Marie-Ève, voici, on fait notre rétroaction sur l'insertion de ligne centrale, on remplit le document tout de suite, on va peut-être regarder la technique ou la communication, on le remplit, puis c'est fait, là, c'est facile, c'est fait dans le champ, mais la dernière chose que je ne pense pas que ça va arriver, mais j'ose croire que ça n'arrivera pas. Je ne veux pas avoir 10 APC à remplir en fin de journée sur les apprenants que j'ai vus toute cette semaine. Ce n'est pas pour ça, les APC. C'est quelque chose vraiment real-time,
dans le champ, on veut le remplir, puis je suis d'accord avec vous, Dr. Rico, on veut un document, une page, que ce soit iPhone app, que ce soit sur une tablette, quoi que ce soit. On veut être à côté de l'apprenant. Bon, Marie-Ève, tu as bien fait ta ligne centrale. Bon, j'ai remarqué que le patient était très nerveux, ton langage non corporel était ci, ta communication était un peu abrasive ou quoi que ce soit. La prochaine fois, fais ci. Ou si sa technique stérile n'était pas bonne, bon, tu as contaminé le champ avec tel, j'ai dû intervenir, ci, ça. Alors, c'est super important d'avoir sur un acte précis. Donc, on évalue aussi la technique de Marie-Ève avec la ligne centrale, mais sa communication ou quoi que ce soit. Alors, je suis d'accord, puis je vais envoyer la rétroaction. Oui. Idéalement, si l'apprenant nous indique qu'ils aimeraient qu'on le fasse ou au début de l'interaction ou que c'est un de leurs objectifs, ça aussi, ça peut être, je pense que le but, c'est aussi que l'apprenant prenne l'initiative à ce niveau-là aussi, je pense. Hein? Comme nous, on peut l'initier, mais idéalement, ça va vraiment être une collaboration. Puis c'est un dialogue. Alors, puis aussi, il n'y a rien qui empêche qu'au début de la journée, tu dis sur quoi est-ce que tu aimerais travailler? Mais si toi, tu as déjà travaillé avec l'apprenant, puis tu te dis, oh, il y a un manquement à telle place, tu pourrais dire, aujourd'hui, là, moi, je vais cibler cet APC-là, puis à ce moment-là, c'est plus le précepteur qui peut initier la discussion ou la rétroaction aussi. Je parle surtout soit de l'apprenant qui a peut-être un manquement au niveau de l'introspection ou du insight ou quoi que ce soit. Puis là, ça s'explique un peu de pourquoi est-ce qu'on travaille ça aussi. J'aurais une question dans le sens d'un peu, pas de continuité de soins, mais de continuité d'appréciation des comportements ou des APC. Si on fait affaire avec un étudiant puis on dit « Oh my God, il est vraiment pas au bon niveau, là. Comment ça se fait? » Alors, c'est quoi le recours des précepteurs ou des médecins cliniciens pour pouvoir avoir accès? Ils peuvent-ils avoir accès à ce qui s'est passé avant? Parce qu'on sait que les évaluations d'un stage à l'autre, il y a des règles universitaires, tu n'as pas le droit d'aller voir. Mais... Fait, comment tu fais pour, si tu as une inquiétude comme précepteur, de situer qu'est-ce qui se passe par rapport à ce qui est arrivé avant? Ça, c'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse, mais je peux vous donner des suppositions de qu'est-ce que je pense qui va se passer. Moi, je vois vraiment ça un peu comme... le pyramide, ce n'est pas le bon mot, mais je vois surtout, on va avoir des rétroactions multisources, OK? Puis, on va avoir un comité et peut-être aussi un mentor longitudinal. Alors, le mentor, on va dire longitudinal, va s'occuper peut-être, disons, de 5-10 étudiants, puis il va avoir un monitoring de la progression ou de la je ne sais pas si confiabilité, c'est un mot, mais de la progression selon les APC. Et ça va être, à mon avis, ce mentor-là qui va peut-être soit flaguer ou qui va peut-être donner une rétroaction à l'apprenant et tout. Et ensuite, oui, Dr. Rico, il devrait avoir certainement un comité de compétences qui va, dans le fond, émettre un jugement ou une décision sur la compétence de la promotion. À ma connaissance, ça risque de peut-être changer avec l'implémentation avec le comité d'implémentation cette année, mais oui, moi, je vois ça plus comme on ramasse plein d'informations, on situe un peu l'apprenant. Si ça va bien, OK, souvent pas de problème, on va travailler du perfectionnement. Si ça va moins bien, mais on va identifier pourquoi, puis on va essayer de travailler ça ou remédier. Puis là, on va avoir une promotion, un comité de compétences qui va s'assurer que, bon, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont dire, Stéphane, tu ne passes pas à l'externat parce que 3 de tes 12 APC, tu n'es pas au niveau, il faut que tu les aies retravaillés. Moi, je me sens que c'est un peu ça, l'approche par compétence aussi. On va travailler plus en profondeur certaines choses avant de faire une promotion, ou on va faire une promotion de certains concepts. Si tu es très bon le technique, mais la communication, l'attitude n'est pas là, on va peut-être travailler ça. Alors, je pense que c'est encore un peu nébuleux, mais c'est ça.
Mais j'aime bien l'idée de comité de compétences parce qu'à mon avis, ça prend quelqu'un pour prendre une décision. Puis est-ce que ça va remplacer le spectre qui existe maintenant? Est-ce que ça va remplacer autre chose? Je ne le sais pas si ça va être séparé parce qu'il existe déjà des comités de discipline ou compétences aux facultés. Alors, comment est-ce que ça va être marié à leur comité? Ça, je ne le sais pas, mais c'est certain que oui, il y a quand même cette notion qu'on va devoir avoir une décision. Oui, on voit que la résidence est quand même beaucoup à l'avance. Dr. Touchy à l'hôpital d'Ottawa a quand même travaillé d'arrache-pied pour implémenter Dr. Hallman, Dr. Desjardins spécifiquement ici dans la région. Il y a certainement du monde équivalent, anesthésie, psychiatrie et tout, mais ceux que je connais, oui, ça semble être très avancé. Là, on essaie de l'apporter aux sous-gradués. Et je peux-tu, comme la situation de dire où est-ce que c'est l'approche par compétence par rapport aux APC, par rapport aux objectifs d'apprentissage, moi, comme en fin de compte, c'est comme si une compétence était tellement large qu'on devait avoir une somme d'APC pour pouvoir mieux les cibler. Puis quand on regarde chacun des APC, on a presque rédigé des objectifs qui commencent par un verbe qui est mesurable. Alors, c'est comme si on avait renversé la machine par rapport à apprendre par les objectifs d'apprentissage pour s'en aller vers un résultat d'apprentissage. Notre résultat d'apprentissage, c'est notre compétence. Puis maintenant, la compétence, ils l'ont objectivisée en activité confiable pour pouvoir sécuriser qu'est-ce qu'on offre comme service aux patients. Fait que dans le fond, on parle tout le temps de la même affaire, mais c'est juste qu'ils ont introduit des nouveaux mots pour pouvoir nous rendre ça peut-être un peu plus pratico-pratique. Mais on n'est pas bien loin de qu'est-ce qu'on avait avant non plus, mais c'est juste une nouvelle nomenclature de qu'est-ce qu'on faisait avant. Moi, je le vois comme ça, puis moi, je le vois, dans le fond, c'est quelque chose encore plus concret, plus mesurable. C'est certain qu'on avait comme des objectifs, mais comment est-ce qu'on les évaluait? Est-ce qu'on avait toujours du concret pour dire si la communication est bonne? Est-ce que l'attitude est correcte? Ça revenait un peu, oui, au subjectif, un peu à notre gut feeling en tant que comme précepteur aussi. Mais là, on vient vraiment mesurer c'est quoi une bonne communication, c'est quoi une bonne attitude, c'est quoi une bonne habileté technique et tout ça. Juste parce que tu es capable de faire, je ne sais pas, des points de telle façon en 5 minutes, ben, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est bien fait ou tu as une bonne attitude ou une bonne technique non plus, là. Oui, puis en tout cas, merci beaucoup parce qu'il est déjà 9 heures. Oui, c'est ça. On s'en va en clinique. On s'en va en clinique, c'est ça. Puis il y a des fois où est-ce que les étudiants vont aller voir les précepteurs puis ils vont leur dire qu'est-ce qu'on vient de faire maintenant, est-ce que ça peut compter comme un APC? La collaboration que la médecin disait tantôt est importante à développer chez les étudiants aussi. Oui, puis ça va vraiment permettre aux étudiants aussi d'être encore plus investis dans l'apprentissage et l'atteinte et le perfectionnement de certains APC, les attitudes, les connaissances, les explications, pour moi, sont beaucoup plus claires pour ces techniques qui sont quand même de base, qui devraient être confiables. Là, je n'ai pas rentré dans la liste innumérable de les habiletés techniques d'un des APC et tout ça, là, mais c'est certain qu'il y a eu des sondages, on les a raffinés, on a dit c'est quoi les techniques de base, parce qu'on s'entend que quelqu'un qui s'en va en chirurgie versus quelqu'un qui s'en va en psychiatrie ou à l'urgence, c'est certain qu'il va y avoir des différentes techniques à la résidence, mais de base, on s'attend par exemple à une capacité de faire la technique stérile, peu importe le champ. Être capable de peut-être faire une ponction de genou, mettre un tube NG, mettre une intraveineuse ou des choses de base que tous les médecins faire bag valve masque et tout ça, là. C'est certaines choses de base. Alors, je n'ai pas rentré dans tous ces détails-là, mais ça a été pensé en fonction, peu importe de l'aspect spécialité ici. Puis là, je m'excuse, Dr. Rico, mais disons en psychiatrie, en choc anaphylactique, on a besoin de l'épinéphrine. Et où est-ce qu'on peut l'injecter? Comme je pense toujours à ces choses-là, c'est quand même de base, right? So, yeah. Okay. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci d'avoir été avec nous. Bye-bye. Bye. Merci, Dr. Delaplante. Merci, bye-bye.